Nous vivons une situation fort paradoxale. D'un côté, nous avons un État de plus en plus dépolitisé, au sens où ce dernier n'est pas capable d'assumer des fonctions proprement politiques, et de l'autre, nous faisons face à une expansion croissante de ce même État qui s'immisce désormais dans toutes les sphères de la société. Rien ne semble échapper à son contrôle, sa main boursouflée se ressent absolument partout. Dès lors, comment peut-on se libérer de son emprise parasitaire? Faut-il, à l'instar des libéraux classiques, souhaiter la fin de l'État? Ou faut-il bien plutôt au contraire préconiser le redressement d'un État fort, énergique et éminemment politique, capable de trancher certains liens superflus? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec Carl Schmitt et avec sa critique de l'État total moderne. On présente généralement Carl Schmitt comme un penseur farouchement étatiste. Cela n'est que partiellement vrai. Il est vrai que dans la première partie de son œuvre, de 1920 au début des années 30 environ, sa pensée est fortement marquée par une conviction étatiste, conviction qui évoluera par la suite, mais sa défense de l'État se dote pourtant également d'une implacable critique d'un phénomène inquiétant qu'il constatait déjà à son époque et qu'il nommait l'État total, et qu'il convient de considérer avec attention. En fait, plus qu'un défenseur de l'État, Carl Schmitt est d'abord et avant tout un défenseur du politique, de l'autonomie du politique, contre toute forme de neutralisation du politique. Neutralisation qui peut s'opérer tant par exemple par le dépérissement de l'État que par son expansion démesurée. Ainsi, pour exposer ces réflexions, je me suis basé sur plusieurs textes de Carl Schmitt, sur la notion de politique par exemple, écrite en 1927 et dont j'ai déjà parlé, sur un autre texte intitulé « L'égalité et légitimité », mais aussi et surtout sur le texte d'une conférence qu'il a prononcée en 1932, une conférence intitulée « État fort et économie saine », et qui a le grand mérite, selon moi, d'exposer les considérations de cet auteur de façon plus directe et plus ramassée sur ce sujet. À l'époque où Carl Schmitt écrit ces textes que je viens de citer, donc les années 20 et les années 30, l'État était selon lui en train de muter pour devenir total. Nous ne vivons plus dans un minimum d'État, écrivait-il, mais presque déjà dans un État total qui s'empare de tous les domaines de la vie humaine. L'État total, selon lui, était l'exact contraire de l'État libéral auquel il succédait et l'aboutissement d'un processus de métamorphose qui aurait connu 3 phases: l'État absolu ou absolutiste des XVIIe et XVIIIe siècles, l'État neutre du XIXe siècle libéral et pour finir, l'État total. Mais comment comprendre cette notion qui a fait couler beaucoup d'encre et qui entraîne encore beaucoup de confusion? Tout d'abord, il faut savoir que Carl Schmitt a tiré cette idée de ses lectures de Léon Daudet durant la Première Guerre mondiale. Léon Daudet, en effet, fut le premier à introduire la notion de guerre totale, qui a ensuite passé de l'autre côté du Rhin. Si la Première Guerre mondiale était totale pour Léon Daudet, ce n'est pas en raison de son caractère mondial précisément, mais plutôt en raison du fait que les moyens utilisés pour le conflit dépassaient maintenant largement le domaine strictement militaire. Qu'est-ce que la guerre totale? Demandait Léon Daudet. C'est l'extension de la lutte, dans ses phases aiguës comme dans ses phases chroniques, au domaine politique, économique, commercial, industriel, intellectuel, juridique et financier. Ce ne sont pas seulement les armées qui se battent, ce sont aussi les traditions, les institutions, les coutumes, les codes, les esprits et surtout les banques. Mais Carl Schmitt ne fut pas le seul lecteur de Léon Daudet en Allemagne. Ernst Jünger en tira également l'idée de son propre essai, La mobilisation totale, dit Totale Mobilmachung, et dans son essai, en effet, Jünger notait que depuis la fin du XIXe siècle, la guerre n'était plus uniquement réservée à l'ancienne noblesse et n'était plus uniquement financée par un trésor de guerre en particulier, mais suppose désormais l'attention de toutes les forces économiques. La levée en masse du début de l'époque moderne
n'avait pas encore complètement modifié l'ancienne conception de la guerre. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la mobilisation restait partielle et la guerre conservait des formes de guerre de cabinet, dit-il. Les moyens et les coûts de la guerre restaient calculables. Mais peu à peu, ce n'est plus seulement l'attaque, mais également la défense qui a nécessité des efforts gigantesques. Les coûts, les moyens de la guerre, bref, la prévisibilité n'ont plus été du seul ressort des ministres de la guerre et de l'état-major, mais sont devenus petit à petit le terrain des économistes, et l'économie de guerre est devenue l'économie tout court. Mais la défense, tout autant que l'attaque, réclame des efforts extraordinaires, et c'est sans doute là que se dessine encore plus nettement la contrainte qui pèse sur l'ensemble de la planète. De même que toute vie porte en elle le germe de sa mort, ce phénomène nouveau que sont les grandes masses implique une sorte de démocratisation de la mort. Le chef d'escadrille qui, des hauteurs de la nuit, donne l'ordre de bombarder, n'est plus en mesure de distinguer les combattants des non-combattants, de même que les nuages mortels des gaz s'étendent sur tout ce qui vit avec l'indifférence d'un phénomène météorologique. Le fait que de telles menaces soient possibles suppose une mobilisation qui ne soit ni partielle ni générale, mais bien totale, et embrigade même l'enfant au berceau, car il est menacé comme tout le monde, et plus encore que tout autre. Ainsi, de même que la guerre est devenue totale, l'État, dit Schmitt dans un parallèle saisissant, est lui aussi devenu total. Mais comment caractériser cet état total? Tout d'abord, on peut l'opposer à l'état minimum qui constitue l'idéal du libéralisme classique. L'État-providence est sans cesse poussé à étendre ses champs d'activité à tous les domaines de la société. Son emprise gonfle au point d'englober toute chose, de l'éducation des enfants à la garde et à la subsistance des vieillards. Alors que l'État libéral prônait une neutralité et une non-intervention par rapport à la religion ou à l'économie, par exemple, l'État total, lui, se caractérise de plus en plus par son interventionnisme. Comme l'écrit Carl Schmitt, on passe d'un État centré uniquement sur des questions politiques et pour qui l'économie était une réalité non politique par définition, à un État économique, un État fiscal, un État d'assistance. Et enfin, et surtout, alors que l'État libéral classique opérait une distinction, une démarcation entre différentes sphères hétérogènes, comme le politique et l'économie, l'État et la société civile, l'État total, lui, brouille ces antithèses et tend à les confondre de plus en plus. Comme l'écrit Carl Schmitt, l'État total opère une politisation de toutes les questions culturelles, religieuses, économiques et autres de l'existence humaine. Mais là où on pourrait y voir une réaffirmation du politique, il n'y a en fait qu'une dissolution et une dilution du politique comme catégorie autonome, déplore Carl Schmitt. Voici ce qu'il écrivait d'ailleurs à ce sujet dans sa conférence de 1932. Nous avons assisté en Allemagne à une politisation de toutes les questions économiques, culturelles, religieuses et autres de l'existence humaine, ce qui aurait été inconcevable au XIXe siècle. Après qu'on se fût efforcé pendant quelques années d'économiciser l'État, c'était à présent l'économie qui semblait à l'inverse devoir être complètement politisée. On saisit tout à coup la formule agissante et éclairante d'état total. Il existe un état total. On aura beau rejeter la formule d'état total en poussant je ne sais quel cri d'orfraie ou d'indignation comme étant barbare, digne de l'esclavage, anti-allemande ou anti-chrétienne, cela ne fera pas pour autant disparaître la chose elle-même de la face du monde. Il y a donc un état total pour Schmitt, cela fait partie maintenant des faits observables. Mais la pensée de Schmitt procède désormais à un dédoublement notionnel du terme d'état total qui peut conduire à certaines incompréhensions si on n'est pas attentif. Il y a, dit Schmitt, deux types d'états totaux que tout oppose et que l'un recouvre et empêche même de vivre. D'un côté, il y a un état total au sens qualitatif qui s'efforce de s'emparer de tous les moyens de pouvoir dont il a besoin pour sa domination politique, qu'il le fasse est même la plus sûre marque distinctive d'un État authentique, dit Schmitt, en cela fidèle à la pensée de Machiavel, qui nous avait appris que tout pouvoir cherche d'abord à se conserver. Mais cela étant, il continue, nous sommes tous impressionnés par le brusque accroissement de pouvoir dont tout État fait aujourd'hui l'expérience, du fait surtout de l'accroissement des moyens techniques et des moyens technico-militaires. Même pour un petit État et son gouvernement, écrit Schmitt, les moyens techniques modernes fournissent un tel pouvoir et une telle capacité d'intervention que les anciennes représentations pâlissent, aussi bien celles du pouvoir d'État que celles de la résistance contre lui.
Les images d'Épinal, de soulèvements de rue, de barricades, etc. ne paraissent plus que des enfantillages au regard de ces moyens de pouvoir des temps modernes. Tout État est forcé de prendre en main les nouvelles armes. S'il n'a pas la force ou le courage de le faire, alors se trouvera quelque autre puissance ou organisation pour les prendre en main, et alors ce n'est autre que l'État qui recommence. Mais l'accroissement des moyens techniques fournit aussi la possibilité d'une influence de masse bien plus forte que celle dont pouvaient jouir la presse et les autres moyens traditionnels de formation de l'opinion. Sous la formule de l'État total se cache donc l'intuition juste que l'État actuel dispose de nouveaux moyens de pouvoir, inconnus jusque-là, et de possibilités d'une intensité monstrueuse, avec des répercussions d'une ampleur qui reste encore à peu près insoupçonnable pour nous, tant notre vocabulaire et notre imagination demeurent profondément englués dans le XIXe siècle. L'état total pris en ce sens est à la fois aussi un état particulièrement fort, il est total au sens de la qualité et de l'énergie. En ce sens, comme on l'a déjà dit, tout véritable état est un état total. Il l'a été de tout temps, et la seule nouveauté tient à ces nouveaux moyens techniques, sur la signification politique desquels il faut être clair. Cet état total, donc, total par force, total au sens de la qualité et de l'énergie, a pour caractéristique de concentrer entre ses mains toute la puissance de la technique moderne et d'être à nouveau capable de faire la différence entre l'ami et l'ennemi. Mais parallèlement à cet état total qualitatif, un autre état total s'est développé de façon parasitaire qui étouffe le premier et en annule l'efficacité politique. Cet état total n'est plus qualitatif, il est quantitatif. C'est un état total par faiblesse, dit Carl Schmitt. La locution état total a une autre signification encore, et c'est hélas celle qui s'applique à la situation actuelle de l'Allemagne, continue Carl Schmitt dans sa conférence. Cette sorte-là d'état total est un état qui s'immisce indistinctement dans tous les domaines, dans toutes les sphères de l'existence humaine, qui ne connaît absolument plus aucune sphère libre d'état, ceci parce qu'il n'est plus capable de distinguer quoi que ce soit. Il est total en un sens purement quantitatif, au sens du simple volume, et non pas de l'intensité et de l'énergie politique. Tel est du moins l'État parti allemand. Son volume s'étend de façon monstrueuse, il se charge de toutes les affaires possibles, il n'y a rien qui ne soit lié d'une façon ou d'une autre à l'État. Guère un club de jeux de quilles qui ne doivent, pour continuer à exister, entretenir de bonnes relations avec l'État, c'est-à-dire avec certains partis et avec certains bailleurs de fonds. Cette totalité, entendue au sens du volume, est le contraire de la vigueur et de la force. L'État allemand actuel est total par faiblesse et par manque de résistance, du fait de son incapacité à tenir tête aux partis et aux groupes d'intérêts organisés qui l'assaillent. Il doit céder à chacun, tous les satisfaire et cajoler simultanément les intérêts les plus contradictoires. Comme on l'a dit, son expansion est la conséquence non de sa force, mais de sa faiblesse. Mais quelle est la cause du développement incessant de ce cancer étatique? Paradoxalement, selon Carl Schmitt, cela vient des effets pervers de la démocratie libérale. Le libéralisme en tant que tel, en tant que vision du monde, est en effet vivement critiqué par Carl Schmitt en tant que mode de pensée dépolitisant. Pour faire très simple, le libéralisme a pour dessein principal, en politique, de limiter les pouvoirs de l'État, et il ne comprend pas la distinction propre du politique qui consiste en la discrimination de l'ami et de l'ennemi. Ce qui a toujours empêché le libéralisme de développer une authentique théorie positive de l'État. L'État, dans le libéralisme, est toujours quelque chose par rapport à quoi il faut s'émanciper ou quelque chose qu'il faut limiter. Et c'est pourquoi Carl Schmitt, dans son livre La notion de politique, avait pu écrire ceci. Il avait écrit que, au fond, il n'y a pas de politique libérale en tant que telle, il n'y a qu'une critique libérale de la politique. Ainsi, tout le dessein du libéralisme consiste à séparer l'État de la société civile pour mieux le refouler. Or, dit Carl Schmitt, le résultat auquel il aboutit au début du XXe siècle est strictement l'inverse. C'est l'État qui est maintenant envahi par la société. Contrairement à la mobilisation totale de Léon Daudet ou d'Ernst Jünger, ce n'est pas l'État qui mobilise, c'est lui qui est mobilisé. Ce n'est pas lui qui opère une mobilisation active, c'est lui qui est affaibli et qui se dilue dans la société. Par l'entremise du parlementarisme, les groupes les plus divers, tels que les partis, les églises, les mouvements religieux, les entreprises, les syndicats, etc., tous ces groupes dans la société revendiquent de plus en plus d'attention et d'avantages. Affaibli ainsi par toutes ces divisions qui se multiplient sans cesse, l'État est forcé d'intervenir de plus en plus, de sorte, dit Carl Schmitt, je le cite,
que dans l'État devenu auto-organisation de la société, il n'y a plus rien qui ne soit, potentiellement au moins, étatique et politique. Car si le libéralisme tend à neutraliser et à dépolitiser l'État, la pratique libérale de la démocratie, avec ses corollaires qui sont le règne des partis et le règne de la discussion, comme l'avait très bien vu Donoso Cortés, a pour effet de fractionner la société et l'État, ce qui comporte des conséquences fort préjudiciables à la démocratie. Démocratie que Schmitt distingue soigneusement du libéralisme. Tout d'abord, le libéralisme suscite une asphyxie de l'activité étatique, en ceci que le maintien du compromis ne repose que sur l'effacement des véritables décisions politiques. En d'autres termes, le libéralisme paralyse le peuple, alors même que la démocratie exigerait que rien ne puisse s'opposer à sa volonté irrésistible. Ensuite, il engendre une pluralité de loyautés qui contribue à diviser la société et à morceler l'État. Or, l'axiome fondamental de la démocratie, normalement, est celui que l'État est une unité indivisible. Dans sa dimension purement quantitative, donc, comme on l'a vu, l'État total constitue un danger mortel pour la démocratie dont il sape l'homogénéité et l'unité. Le libéralisme, observe Schmitt, conduit ainsi à un double mouvement d'universalisation et de privatisation des consciences. D'un côté, le libéralisme conduit les habitants d'une nation à se voir d'abord comme des hommes et à reléguer leur citoyenneté nationale au second plan, et d'un autre, l'individualisme et l'extension d'une sphère privée hétérogène engendrent une multiplication et un nivellement des loyautés sociales qui dégradent l'éthique de l'État, une éthique politique, en une éthique spéciale à côté de nombreuses autres éthiques spéciales, dit Carl Schmitt. Un État pluriel, donc, écrit Carl Schmitt dans son livre L'égalité et légitimité, un État pluriel composé de nombreux partis ne deviendra un État total ni en vertu de sa force, ni en vertu de sa constitution interne, mais uniquement par faiblesse. Il s'immisce dans tous les domaines parce qu'il est forcé de satisfaire tous les intérêts. Il doit tout spécialement intervenir dans le domaine de l'économie privée, même s'il ne vise pas à y exercer une direction quelconque et une influence politique. L'État est alors affaibli et relativisé, dit Schmitt, et il se morcelle et se désagrège peu à peu. Sans aucun respect pour le véritable pouvoir constituant, tous les groupes d'intérêts qui divisent et morcellent l'État se repaissent du corps du Léviathan et transforment petit à petit la Constitution en un ensemble impuissant de pactes internes à l'État. Mais la désagrégation de l'État, faut-il encore le répéter, ne conduit pas à sa disparition pure et simple. Cela conduit plutôt à un déplacement du politique qui n'est plus assumé uniquement par l'État comme instance suprême. Ce déplacement conduit les citoyens d'un même État à s'opposer entre eux, par exemple, plutôt que de s'opposer aux citoyens d'un État extérieur. Ainsi, on l'a bien compris, Carl Schmitt est loin de saluer l'avènement de cet état total monstrueux. Il s'agit bien au contraire d'un mal à conjurer. Mais comment peut-on s'y prendre justement? Telle est la question que de nombreux auteurs se sont posés. Et à ce stade de la réflexion, on pourrait croire en apparence que Carl Schmitt rejoindra maintenant la critique des libéraux qui veulent poser de nouvelles bornes à l'État, qui veulent poser de nouvelles limites aux prétentions de l'État, notamment dans le domaine de l'État-providence par exemple. Or, c'est précisément le contraire. Le libéralisme classique du laisser-faire est, aux yeux de Carl Schmitt, une doctrine complètement périmée. Qu'on le veuille ou non, qu'on s'en réjouisse ou non, l'État moderne est devenu un État économique, un État régulateur, un État qui fixe les droits du travail, un État qui investit largement dans de larges branches de l'industrie. La volonté de l'État, qui est d'origine extra-économique, a maintenant une influence déterminante dans l'économie. C'est pourquoi l'État moderne ne peut plus ne pas intervenir dans l'économie. Comme il le fait remarquer dans la notion de politique, l'État, qui à l'ère économique renonce à discerner et à diriger correctement les faits économiques, se voit forcé de se déclarer neutre vis-à-vis des problèmes et des décisions politiques, et il renonce de ce fait à toute prétention de domination. Et en fait, prolonge-t-il, la non-intervention devient même une utopie et une contradiction en soi, vu le poids qui est désormais celui de l'État dans l'économie. Ne pas intervenir, ne pas actionner les leviers dont il dispose, équivaudrait à une sorte d'intervention en sens négatif. Pour le faire comprendre, Carl Schmitt cite la phrase de Talleyrand à propos de la non-intervention dans les relations internationales. Talleyrand disait ceci: « La non-intervention est un mot diplomatique et énigmatique qui signifie à peu près la même chose qu'intervention. » Ainsi donc, conclut Carl Schmitt, il faut prendre en compte que le vieux principe libéral de non-ingérence et de non-intervention absolue n'est plus d'actualité.
Mais alors, et c'est là que réside toute l'originalité de Carl Schmitt, si la solution n'est pas à rechercher dans l'affaiblissement de l'État, État qui est total par faiblesse, rappelons-le, la solution est à chercher bien plutôt dans la restauration du politique au sens propre et dans la restauration de la dignité de l'État. C'est précisément la faiblesse de l'État dont j'ai mentionné les causes, écrit Carl Schmitt, qui a entraîné la confusion entre l'État et l'économie, ainsi que la confusion entre l'État et d'autres sphères non étatiques. Seul un État très fort pourrait rompre ce terrible enchevêtrement avec toutes sortes d'affaires et d'intérêts qui sont en réalité de nature non étatique. Il s'agirait là d'une intervention chirurgicale douloureuse qui ne pourrait pas se dérouler de façon organique au sens d'un lent processus de croissance. En s'en remettant à une croissance organique, les pousses et les mauvaises herbes croîtraient bien plus vite et se multiplieraient avec bien moins d'entraves que l'élément sain qu'elles ont aujourd'hui recouvert et étouffé. Une dépolitisation, un retrait hors de l'État, hors des sphères non étatiques, est, je le répète, un processus politique. Le détachement de la politique est, dans l'état actuel des choses, un acte spécifiquement politique. Cet acte ne saurait découler des mobiles de la politique partisane, que ceux-ci soient économiques, culturels ou confessionnels. Il ne peut venir que du côté de l'État, pris comme un tout. Il faut pour cela en premier lieu opérer une distinction claire et nette entre les sphères étatiques et les sphères libres d'État. Distinction et non séparation, mais c'est bien de la distinction qu'il faut partir ici. L'État doit redevenir l'État et non plus un cabinet d'entreprise ou une simple administration géante. Telle est l'injonction de Carl Schmitt. Et comme il doit s'agir d'un processus politique au sens premier du terme, l'élan doit d'abord venir de l'État lui-même. L'objectif donc, qui consiste à distinguer État et économie, ne peut être accompli que par un État fort. Seul un État fort peut dépolitiser ce qui doit l'être. Seul un État fort peut décréter ouvertement que certaines affaires, par exemple les transports ou la radio, dit-il, sont du ressort de son domaine régalien, alors que d'autres relèvent de l'auto-administration économique ou de la sphère privée. Seul un État peut opérer une telle réorganisation, mais pour cela, il devrait être formidablement fort, et l'acte de dépolitisation est un acte intensément politique, écrit-il. Carl Schmitt ne défend pas ici un régime politique en particulier. Ce qu'il demande, en bon héritier de la tradition réaliste latine et romaine, c'est un exécutif puissant qui puisse, dans des cas réels et concrets, faire usage de la force et qui puisse permettre à la société de s'auto-organiser. L'État a des objectifs de puissance à réaliser. Pour cela, il doit se désengager de nombreux pans de la société et de l'économie qui l'alourdissent, mais il doit s'emparer des secteurs stratégiques qui sont nécessaires à la défense de son territoire et de son peuple. Un tel État fort et énergique doit être capable de s'élever au-dessus des intérêts égoïstes et des diverses loyautés qui morcellent la société afin de prendre une décision instituante. Mais pour cela, dit Schmitt, il faut que la technique moderne soit au service de la puissance étatique, la technique militaire, la technique administrative, propagandiste, etc., afin de produire une croyance en sa propre légitimité. C'est là d'ailleurs que Schmitt s'avère un lecteur attentif et original de Georges Sorel. L'État total, par force, par énergie, a besoin de mettre son monopole étatique au service d'un mythe pouvant mobiliser l'enthousiasme guerrier et l'énergie vitale irrationnelle de son peuple, comme il le fait remarquer dans son livre « Parlementarisme et démocratie ». Le fond de ce mythe est indifférent d'un point de vue politique. Son but est principalement de permettre la distinction de l'ami et de l'ennemi afin de réaffirmer le caractère politique et unitaire de l'État. Ce que Carl Schmitt valorise avant tout dans le mythe, c'est sa dimension politique. En tant qu'image mobilisatrice, il constitue le plus grand principe d'opposition au libéralisme de la classe discutidora, de la classe discutailleuse dont parlait Donoso Cortés à propos de la bourgeoisie. Carl Schmitt nous place donc devant cette alternative. Pour conjurer le mal engendré par cet état obèse, cet état total quantitatif, nous pouvons soit tenter de renouveler les vieilles recettes du libéralisme classique et tenter de neutraliser le politique par l'économique ou l'éthique, ou soit nous pouvons faire un acte politique et restaurer cette dimension. En finir avec le politique est en effet chose impossible, comme l'a montré Carl Schmitt à de nombreuses reprises, car l'homme est intrinsèquement un être dangereux et risqué. Le rêve libéral d'un monde pacifié et dépolitisé se heurtera toujours à cette anthropologie indépassable, et le politique ne pouvant disparaître, il ne fera que se déplacer. Pourtant, si le libéralisme politique vise une fin nécessairement irréalisable, il n'en demeure pas moins qu'il aura de redoutables conséquences, dit Carl Schmitt. Le politique est inéluctable, oui, mais son déplacement
hors de la sphère étatique ne peut engendrer que des effets dangereux et malheureux. En effet, aussi longtemps que l'État possède le monopole du politique, il ne peut exister en dehors de lui que des groupes non étatiques et apolitiques. En revanche, quand l'État perd ce monopole et que l'État et la société viennent à s'interpénétrer, l'État n'est plus alors qu'un acteur politique parmi tant d'autres. Et c'est là que naît le tournant de l'État total, qu'on pourrait appeler également la politique totale, dans laquelle tous les domaines de l'existence humaine deviennent politiques. L'économie, la culture, la religion même, la famille, l'éducation, etc. Par exemple, la lutte des sexes promue par un certain féminisme est une politisation des relations sociales au sein de la famille elle-même. Ou, autre exemple, les oppositions qui existent à l'intérieur du catholicisme contemporain entre progressistes et conservateurs ne relèvent pas tellement d'un caractère théologique et proprement religieux, mais sont au contraire des oppositions proprement politiques et conflictuelles qui sont a priori indues dans ce domaine religieux. Or, tels sont ce que Carl Schmitt nomme les effets pervers du libéralisme qui, voulant en finir avec le conflit propre politique, aboutit à politiser toutes les relations sociales et à exacerber le conflit au sein des frontières de l'État. Telle est donc la leçon de Carl Schmitt en la matière qui nous invite à réinvestir plus que jamais le champ politique, car tout problème politique doit être résolu politiquement, ce qui signifie selon lui par une décision souveraine, par quelqu'un capable de trancher le nœud gordien. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté de nouveaux éléments de compréhension de la pensée de Carl Schmitt. Carl Schmitt est en effet un auteur fondamental à mes yeux, comme vous l'aurez compris. Je crois qu'il s'agit de la 4e vidéo consacrée à sa pensée sur ma chaîne YouTube, et ce n'est certainement pas la dernière. J'en profite à la fin de cette vidéo pour remercier très chaleureusement toutes les personnes qui m'ont soutenu sur Tipeee et sur Paypal après la censure de ma page Patreon. Car après tout, c'est grâce à vous que je peux continuer cette activité et que je peux m'y consacrer pleinement. Donc merci infiniment et j'essaierai toujours de faire de mon mieux pour apporter un contenu qui soit de qualité et un contenu innovant qui apporte de nouvelles pistes de réflexion. Si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de ce sujet, de l'état total, chez Carl Schmitt, je vous invite à lire La notion de politique dont j'ai déjà parlé dans ma première vidéo, qui est un texte absolument fondamental pour comprendre la pensée schmittienne. C'est probablement le premier texte qu'il faut découvrir pour vous initier à la pensée de Carl Schmitt. Vous pourrez également lire son livre L'égalité et légitimité, qui est vraiment très intéressant, quoique peut-être un peu plus ardu. Et sinon, je vous invite également à lire la conférence de 1932 État fort et économie saine, sur laquelle je me suis basé en particulier pour faire cette vidéo. Et vous pouvez trouver ce texte dans cette édition, donc aux éditions Zone, qui reprend le texte de la conférence de Carl Schmitt. Alors, il s'agit indubitablement d'une édition de gauche, mais qui est assez bien faite. Le texte de Carl Schmitt est suivi d'un article de Hermann Heller, qui était un adversaire de Carl Schmitt, qui accusait Carl Schmitt de faire preuve d'un libéralisme autoritaire. Mais peu importe, l'article est assez... si je ne partage pas les conclusions de Hermann Heller, l'article est assez intéressant, donc ça vaut la peine de le lire également. Et cette édition est précédée d'une longue introduction, d'une longue contextualisation de cette conférence de Carl Schmitt. Alors certes, l'introduction est à charge contre Carl Schmitt, mais elle n'est vraiment pas inintéressante, elle est assez bien faite. Donc je vous invite à vous procurer ce texte et à vous reporter au texte de la conférence de Carl Schmitt directement. Et enfin, avant de vous quitter, j'aimerais rappeler que le colloque Iliade de cette année était consacré aux politiques, restaurer le politique, qui me semble un thème tout à fait en lien avec la vidéo de ce jour. Donc si ce thème vous intéresse, eh bien, je vous invite à aller voir les interventions du colloque. Vous pouvez les visionner sur la chaîne Odyssée de l'Institut Iliade. Je vous mettrai un lien en description de la vidéo pour pouvoir vous y abonner. N'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner à la chaîne de l'Institut Iliade pour les soutenir, car eux aussi ont fait les frais de la censure sur YouTube cette fois, donc il est important de les suivre également sur cette plateforme alternative qui est Odyssée. Et j'en profite pour rappeler que j'ai moi-même une chaîne alternative sur Odyssée
Donc abonnez-vous-y également au cas où la censure me toucherait sur YouTube également. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt j'espère.